Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier laboratoire de sciences des matériaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux polymères et plus précisément à leur comportement mécanique. Je vous conseille de porter une attention particulière parce qu'en fait, c'est le seul laboratoire dans lequel on s'intéresse à ces matériaux. Dans tous les autres laboratoires, on va s'intéresser plutôt aux métaux. Alors, profitez bien de ce laboratoire pour approfondir votre compréhension des matériaux polymères. Avant de se lancer dans les manipulations, je me permets de vous faire un bref rappel sur ce que sont les polymères. Donc, vous avez déjà abordé le sujet de façon plus détaillée dans le cours, et moi aujourd'hui, je vais juste me permettre de vous rappeler certaines notions de base qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui va se dérouler devant vos yeux pendant les différents tests de traction et différentes manipulations. Donc, qu'est-ce que c'est un polymère? En fait, c'est un arrangement de macromolécules. Ces macromolécules, ce sont de longues chaînes d'atomes, de petits atomes, principalement du carbone. Vous allez retrouver aussi de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène, qui vont se rattacher à ces atomes de carbone. Tous ces atomes vont être liés entre eux par des liaisons covalentes, donc des liaisons très rigides. Lorsque ces macromolécules s'organisent entre elles, en fait, ça va former un genre d'amoncellement de macromolécules. Et entre ces chaînes, en fait, on va retrouver des liaisons faibles du type Van der Waals ou des ponts hydrogènes. Ce que ça veut dire que quand on va tirer sur ces chaînes, ça va être beaucoup plus facile de déplacer une macromolécule par rapport à une autre, plutôt que de briser une macromolécule même. Donc ça va être important pour bien comprendre les comportements mécaniques des différents polymères qu'on va tester. Alors, les polymères sont divisés en deux grandes familles. D'un côté, vous avez les thermoplastiques et de l'autre, les réticulés. Dans les thermoplastiques, vous avez l'arrangement le plus simple, qui sont les thermoplastiques amorphes. Donc, c'est simplement un enchevêtrement de macromolécules. Ce sont les matériaux auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, on va vraiment s'attarder au comportement mécanique des thermoplastiques amorphes. Par contre, je vous invite quand même à bien les différencier par rapport aux semi-cristallins et aux réticulés. Le programme de la journée se divise en deux. Donc, d'un côté, vous allez réaliser un test de traction sur le PMMA et le PC et comparer les différents comportements mécaniques obtenus. Et en second lieu, vous allez observer un mode de déformation qui est un peu plus local. Et donc, vous allez observer la formation de craquelures dans une latte de PVC. Lançons-nous d'abord dans le test de traction sur le PMMA et le PC. Alors, pour le test de traction, on dispose de deux éprouvettes. Une éprouvette de PMMA et une éprouvette de polycarbonate. Le PMMA, c'est du polyméthylmétacrylate, mais vous le connaissez probablement mieux sous l'appellation de plexiglas. Donc, le PMMA, c'est simplement du plexiglas. Et le PC, en fait, c'est du polycarbonate. Et donc, ces deux matériaux sont assez semblables. Ici, on a choisi des couleurs différentes pour fabriquer les éprouvettes, mais en vrai, ces deux matériaux viennent souvent sous forme de plaques de plastique transparentes. Donc, la transparence, c'est une propriété qui est très intéressante parce ces deux matériaux peuvent remplacer le verre lorsqu'on a besoin de matériaux plus légers, par exemple, ou juste moins coûteux. Et donc, les propriétés de transparence du PMMA sont très élevées, de telle sorte qu'on peut l'utiliser dans des applications d'optique. Donc, on peut même aller jusqu'à fabriquer des lentilles en PMMA. Le PC, à première vue, vous allez pas le voir, mais en fait, quand on le touche, on se rend vite compte qu'il est beaucoup plus flexible que le PMMA. Et donc ça, c'est intéressant parce que le fait qu'il permette plus de déformation, plus de flexibilité, en fait, le matériau peut être utilisé pour ses qualités de ténacité, donc d'absorption d'énergie. Et donc, on va le retrouver dans des applications par balle. Par exemple, si vous pensez au bouclier de policiers anti-émeute, souvent, c'est fait en polycarbonate. Alors, voici en quoi consiste l'unité répétitive de la macromolécule de PMMA. Vous retrouvez une chaîne principale de carbone sur lequel viennent se connecter des atomes d'hydrogène. Et à tous les deux atomes de carbone, vous allez retrouver un groupement méthyle et un groupement métacrylate. Donc, d'où le nom polyméthylmétacrylate. La chimie de ces groupements nous intéresse peu. Par contre, on va s'attarder sur l'espace qu'ils occupent. Donc, ces deux groupes sont assez volumineux, prennent de l'espace et donc ils vont procurer aux matériaux ce qu'on appelle de l'encombrement stérique. Vous pouvez retourner voir dans vos notes en quoi ça consiste. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter le mouvement des chaînes les unes par rapport aux autres, parce que c'est assez volumineux et donc ces groupements vont s'accrocher entre eux et puis les molécules auront du mal à glisser les unes par rapport aux autres. Voici
l'unité répétitive du polycarbonate, des macromolécules de polycarbonate. Donc, à première vue, elle semble déjà beaucoup plus complexe que celle du PMMA. Et donc, étudions-la un peu plus en détail. Alors, on retrouve de la même façon que dans le PMMA deux groupements méthyl, donc CH3, de part et d'autre d'un atome de carbone. Mais vous avez aussi des groupements phényl, qui sont aussi des groupements moléculaires assez volumineux. Et donc, ces 4 groupements, en fait, vont de la même façon que dans le PMMA, procurer un encombrement stérique au polycarbonate, donc va limiter le mouvement entre les molécules, donc ça procure une certaine résistance aux matériaux. Par contre, dans le PC, on va voir qu'on a un lien carbonate. Ce lien carbonate, en fait, il procure une certaine flexibilité aux chaînes. Et lorsque, par exemple, deux chaînes bougent les unes par rapport aux autres et qui sont bloquées à cause de ces gros groupements volumineux, en fait, ce lien carbonate va permettre un certain pivot de la chaîne sur elle-même pour permettre justement de débloquer le mouvement qui est préalablement bloqué par ces gros groupements d'atomes. Ok, fini la théorie. Maintenant, on revient à nos éprouvettes de traction. Donc, ces éprouvettes ont été usinées avec des géométries standards. Donc, vous avez d'une part les têtes d'éprouvettes, donc qui vont nous permettre de les fixer dans la machine de traction. Donc ici, on va utiliser des vis. Et vous avez la partie utile de l'éprouvette. Donc, cette partie utile, en fait, c'est là où la section est la plus petite. Donc, c'est là où la contrainte appliquée va être la plus forte. Et où on va observer les plus grandes déformations. Alors, ces éprouvettes vont être insérées dans la machine de traction. Et donc, on va fixer les têtes d'éprouvettes dans les mors de la machine, MORS, et on a un mort inférieur et un mort supérieur. Pendant le test de traction, le mort supérieur va s'élever, et donc on va avoir un certain déplacement, mais on va avoir aussi une force résistive qui va être fournie par l'échantillon. Et donc tout ça, ça va être mesuré. On va tracer ce qu'on appelle la courbe de traction. Donc on va tracer la force en fonction de l'allongement de l'éprouvette. Et on va appliquer le déplacement du mort supérieur avec une certaine vitesse. Donc, ici, pour le PMMA, on va utiliser 3 mm par minute et pour le polycarbonate, on va utiliser 8 mm par minute. Il est vrai que dans les polymères, la vitesse de déformation est très importante et elle peut jouer un rôle déterminant sur les propriétés mécaniques qu'on va observer. Par contre, ici, la différence est trop minime entre les deux, donc on ne va pas avoir une grande influence de la vitesse, et donc vous allez quand même pouvoir comparer les comportements mécaniques entre les matériaux. En fait, la seule raison pourquoi on a utilisé des vitesses différentes, c'est pour qu'en fait le test de traction ne soit pas trop long ou trop court. Voilà, c'est tout. Alors, comme je vous ai dit, la machine de traction enregistre la force résistive de l'éprouvette et son allongement. Et donc, vous allez devoir transformer ces courbes en contraintes et en déformations. Et pour ce faire, en fait, vous avez besoin de la géométrie précise de l'éprouvette. Donc ici, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, et même plus. Et donc, je vous laisse choisir lesquelles sont les plus pertinentes à utiliser pour tracer la courbe contrainte-déformation. Alors maintenant, vous savez vraiment tout ce que vous devez savoir pour assister au test de traction. Donc les tests ont été filmés au laboratoire et donc allons-y. Donc voilà, je vous amène avec moi du mieux que je peux dans le local des TP de matériaux. Et donc ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est l'éprouvette de traction qui est fixée dans les mors de la machine de traction. L'éprouvette de PMMA qui est fixée dans les mors de la machine de traction. Et comme je vous disais, en fait, ça va être le mort supérieur qui va s'élever, donc imposer le déplacement à l'éprouvette de traction. À droite, vous voyez en fait la capture de l'écran de l'ordinateur qui est connecté à la machine de traction. Et donc, c'est là, dans le grand rectangle blanc, que vous allez voir apparaître la courbe de traction en newton sur l'axe vertical et en millimètres sur l'axe horizontal. Vous avez une petite fiche descriptive sur les paramètres du test de traction. Et finalement, dans le coin inférieur droit, vous avez la console, donc qui va nous permettre, avec les flèches, de bouger les morts manuellement. Donc, c'est pratique quand on veut installer l'éprouvette de traction. Mais vous avez aussi affiché la force et le déplacement en temps réel pendant le test de traction. Donc, je vais lancer le test de traction.
On voit que la force augmente tranquillement. Vous pouvez la suivre sur la courbe de traction et sur la console. On voit aussi qu'il y a un déplacement qui s'opère. Par contre, on ne le voit pas vraiment sur l'éprouvettes. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien suivre la courbe de traction lorsqu'elle se trace. Donc voilà, on est dans un régime élastique, sauf que dans les polymères, en fait, ce n'est pas un comportement qui est parfaitement linéaire. Donc c'est un comportement viscoélastique. Donc on atteint un plateau. Et la rupture. Et donc le mort supérieur reprend sa position initiale. Et là, évidemment, on va reprendre la rupture au ralenti. Et donc voilà, il y a eu rupture et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une projection de matière pendant la rupture. Donc, morale de l'histoire, portez des lunettes de protection pendant les tests de traction. Alors maintenant, même chose, on a installé l'éprouvette de polycarbonate dans les morts de la machine de traction et on va démarrer l'essai. Alors ici, on atteint un point d'inflexion, c'est-à-dire un maximum qui correspond à la limite élastique du matériau, après quoi la force chute, et on peut observer dans le haut de la partie utile de l'éprouvette la striction, donc la diminution de la section de la partie utile de l'éprouvette. La striction va se répandre sur toute la partie utile. Sur la courbe de traction, ça va se traduire par un long plateau en force. Et cette partie est assez longue, donc on va l'accélérer. La striction s'est répandue sur toute la longueur et puis sur la courbe de traction, on peut voir que la force recommence à augmenter. Donc, il y a quelque chose qui se passe au sein du matériau qui fait en sorte qu'il devient de plus en plus résistant. Alors, cette force va continuer d'augmenter et bien entendu, on va se diriger vers la rupture et je vais remettre cette partie en accéléré.
Voilà, c'est terminé pour le PC. Le mât supérieur reprend sa position initiale et on voit bien que le déplacement était beaucoup plus important dans le PC que dans le PMMA. On va reprendre au ralenti. Voilà, les deux tests de traction sont complétés. Maintenant que vous avez assisté aux deux tests de traction, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe au sein du matériau lorsqu'on lui applique une force. Donc, le comportement que vous avez observé dans le polycarbonate est très similaire à celui qui vous est présenté à l'écran. C'est un comportement qui est typique des thermoplastiques amorphes. Dans le PMMA, vous ne l'avez pas observé parce qu'en fait, l'échantillon s'est fracturé au premier point d'inflexion, donc au premier maximum de la courbe qui vous est présentée. Alors, essayons tout de même de comprendre ce qui se passe dans une éprouvette thermoplastique amorphe lorsqu'on lui applique une force en traction. La configuration initiale du matériau, c'est un enchevêtrement de chaînes polymériques et lorsqu'on leur applique une force, en fait, on va venir solliciter les liaisons covalentes au sein des chaînes et les liaisons faibles entre les chaînes. Donc, la réponse que vous observez, c'est un mélange des réponses et des liaisons faibles et des liaisons covalentes. Et donc, ce régime, il est élastique, c'est-à-dire que si on relâche la charge, en fait, le matériau va reprendre sa forme initiale. Ce régime élastique est vrai jusqu'au premier point d'inflexion qu'on va définir comme étant la limite élastique du matériau. La limite élastique dans les thermoplastiques amorphes est marquée par l'apparition de la striction. La striction est bien différente que celle qu'on observe dans les métaux, c'est-à-dire qu'elle se manifeste par l'alignement des chaînes dans la direction de la traction. Et donc, ça ressemble un peu à lorsqu'on se brosse les cheveux, par exemple. La force qui est appliquée, en fait, elle ne sert qu'à aligner les chaînes, donc à démêler ou à défaire les liaisons faibles entre les chaînes polymériques enchevêtrées. Pendant un moment, on va observer un plateau sur la courbe de traction et en fait, la force qui va être appliquée va ne servir qu'à désenchevêtrer les chaînes polymériques. Et donc, on va observer que la striction se répand sur toute la section utile de l'éprouvette, jusqu'au point où toutes les chaînes vont être alignées. Et là, à ce moment-là, on va commencer vraiment à solliciter les liaisons dans les chaînes, donc les liaisons covalentes. Et c'est là qu'on va observer une augmentation de la résistance du matériau, parce qu'avant, on tirait sur des liaisons faibles, et là, maintenant, on tire sur les liaisons covalentes. Et donc, la résistance va augmenter jusqu'au point où le matériau ne saura plus supporter de charge, et donc, ce sera le moment de la rupture des chaînes polymériques. Maintenant que vous avez assisté au test de traction et que vous avez toutes les explications nécessaires, je vous demande de me remettre une slide qui contient vos réponses à deux petites questions. Donc, premièrement, je vous demande de me tracer la courbe contrainte-déformation des deux matériaux. Les données vous sont fournies dans des fichiers Excel qui sont disponibles sur l'université virtuelle. À partir des courbes que vous aurez tracées, je vous demande de calculer le module de Young, de déterminer la limite élastique, et d'indiquer la ductilité des matériaux. Donc ça s'exprime par la déformation à la rupture. Ensuite, je vous demande de m'expliquer la différence des comportements mécaniques des deux matériaux sur base de leur configuration chimique. La première partie du laboratoire est complétée. On va maintenant assister à la démonstration de la formation de craquelures dans une latte de PVC. Alors pour cette démonstration, on a à disposition une latte de PVC, une casserole remplie d'eau bouillante et je vous rappelle que la température de transition vitreuse du PVC est de 80 degrés Celsius. Comme vous pouvez voir, la matière initiale est transparente, mis à part peut-être une petite fissure sur un des rebords de la latte. La première étape, ça consiste à déformer la matière localement, donc ici en pliant la latte et donc en flexion. On va avoir une surface de la latte qui va être en tension et l'autre en dessous en compression. Donc là, vous pouvez voir que la déformation locale a fait apparaître des ondes blanches sur la latte. En fait, ce sont les craquelures, les crazings. Maintenant, je vais déposer la latte dans l'eau bouillante. Donc, je vous rappelle que le TG est de 80 degrés Celsius. Donc, on passe au-dessus du TG du PVC. Et donc, en quelques secondes,
vous voyez le matériau a repris sa transparence initiale et vous voyez que les ondes blanches sont complètement disparues. Avant de se pencher sur la raison pour laquelle les craquelures disparaissent lorsqu'on place le PVC dans l'eau bouillante, je vous demande de m'expliquer quelles sont ces craquelures, comment est-ce qu'elles se forment et plus particulièrement, est-ce que ces craquelures sont de la matière qui est fracturée. Et donc, il y a un document qui est mis à votre disposition sur l'université virtuelle dans lequel vous pouvez retrouver toutes les informations pour répondre à cette question. Donc, je vous invite à le lire. Une fois que vous avez bien compris le phénomène de formation des craquelures, je vous demande de m'expliquer comment se fait-il qu'elles disparaissent lorsqu'on les place dans l'eau bouillante. Et plus précisément, vous pouvez l'expliquer en vous basant sur l'évolution de l'énergie libre de Gibbs du matériau. Ce sont deux questions auxquelles vous devez répondre. Je ne vous demande pas de me les remettre. Par contre, c'est très complémentaire à votre compréhension de la déformation des polymères. Donc, je vous conseille fortement de les compléter. Voilà, ça complète le premier laboratoire de sciences des matériaux. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les modes de déformation des thermoplastiques amorphes. J'espère aussi que vous avez apprécié le format dans lequel ça vous est présenté. Si vous avez des commentaires constructifs à me partager par rapport à la conception des vidéos, à des choses que je peux faire pour améliorer votre compréhension de la matière, n'hésitez pas à m'en faire part par email. Et sinon, je vous rappelle que vous devez me remettre les courbes de traction du PMMA et du PC dans les bonnes unités, donc en contrainte et en déformation. Tout ça accompagné de votre explication sur leurs différents comportements mécaniques. Cette année, vous n'allez malheureusement pas rencontrer les deux techniciens qui contribuent fortement au bon fonctionnement des travaux pratiques, mais je tiens quand même à souligner l'aide que ma collègue Suzanne m'a fournie pour le tournage des différents tests de traction auxquels vous avez assisté. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième laboratoire qui porte sur la ténacité et les modes de rupture des matériaux.